Bonjour à tous, moi c'est Anthony, je suis le maître de cérémonie à l'Observatoire aujourd'hui, donc je vous souhaite la bienvenue sur ce vendredi matin à l'Observatoire pour le DevQuest. Aujourd'hui on accueille, j'ai mangé ton Arthur. prénom, Arthur c'est ça, pardon. En plus je l'ai vu regarder il y a 30 secondes, hein. Je pensais être célèbre, Voilà. malheureusement. Donc on accueille Arthur qui nous parle de microservices et d'event sourcing. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne conférence. Allons-y alors. Bonjour à toutes et à tous, avant tout. Merci de votre présence de si bon matin à 9 h un vendredi. Moi, je ne serais pas venu, personnellement. Aujourd'hui, on va parler ensemble du coup de CQRS et d'event sourcing. Mais avant tout, on va faire rapidement les présentations. À nouveau, en l'allumant, ce sera mieux. Je m'appelle Arthur, je suis développeur dans une ESN qui s'appelle SQLI à Pessac. Ça fait un peu plus de 5 ans et demi que je suis dev, speaker depuis l'an dernier. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, donc merci de votre présence à nouveau. Bon, ceci étant expédié, il paraît que toutes les grandes histoires commencent par une citation. Donc je vous en propose une de André Malraux, que j'aime bien, qui est « Un homme est la somme de ses actes ». L'idée derrière cette citation, c'est qu'un homme n'est pas défini par ce qu'il possède ou ce qu'il est, mais par ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. J'aime beaucoup cette citation, d'ailleurs je me la suis même fait tatouer, et vous verrez qu'elle va nous servir aujourd'hui, donc souvenez-vous-en pour les prochaines minutes, s'il vous plaît. Maintenant, imaginez-vous, un matin, vous vous levez, la tête encore un petit peu dans l'oreiller, vous regardez votre téléphone, voir si votre salaire mensuel net de 6 800 € est arrivé, et en regardant votre compte bancaire, vous vous rendez plutôt compte que vous êtes soudainement endetté de 50 000 €. Problématique. Et quand vous appelez votre banque, tout ce qu'ils vous disent c'est « Ah ouais, effectivement, on constate bien, vous êtes bien endetté de 50 000 €, mais pourquoi? On ne sait pas. » Ok. Bon, au mieux, vous êtes légèrement inquiété. Au pire, vous êtes complètement paniqué. Moi, j'aurais plutôt réagi comme ça. Mais cette situation, elle met le doigt sur une vérité. Certains systèmes, ils ont besoin d'une traçabilité maximale. On a besoin de savoir qui a fait quoi, quand, pourquoi. Dans la banque, on ne peut pas avoir un client qui perd de l'argent ou qui en gagne sans raison particulière. Dans la santé, par exemple, on ne peut pas avoir des gens qui ont accès ou qui modifient des dossiers sans qu'on sache pourquoi ou qu'est-ce qui a été modifié. Dans certains systèmes, pour plusieurs raisons, on peut avoir besoin de traquer l'utilisateur précisément, savoir sur quoi il a cliqué, par où il est passé, dans quel sens. Soit pour, par exemple, optimiser son chemin, si on fait de l'UX, soit pour des raisons de sécurité, si c'est un système très critique. Mais la plupart des architectures classiques, on va dire, elles ne sont pas adaptées pour cet objectif. Pourquoi? Par exemple, sur une application classique, dans ma base de données, si je fais une modification, je passe de ça à ça. Qu'est-ce qui a été modifié? Bon, juste le... Ah, ça marche pas, c'est pas grave. Le solde. Mais là, la donnée a été modifiée, mais quand? Pourquoi? Par qui? Et surtout, éventuellement, quelle était la valeur d'avant? Toutes ces informations-là, elles sont perdues. Et on pourra jamais le savoir, sauf si on a, par exemple, un log qui se présente comme ça. Mais un log, ça a pas mal de défauts. Déjà, 1, c'est bien, mais si j'en mets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, c'est tout de suite moins lisible, surtout si on va faire du debugging. En plus des logs, généralement c'est stocké dans un fichier, donc ça peut être modifié, supprimé, archivé, et puis perdu dans les méandres de fichiers zip. Donc c'est pas pratique. Et surtout, il y a d'autres solutions qui existent pour pallier à ce problème-là, des solutions d'observabilité, de traçabilité. Mais c'est des choses, moi je dis que c'est un peu des caches-misères, quoi. Et surtout qui résolvent les symptômes, mais pas vraiment la cause. La cause qui ici est systémique, quoi, parce que notre application, l'architecture, elle n'est pas faite pour ça. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que mon application elle ait une grande traçabilité naturellement, quelque chose qui soit une vraie feature de l'application et pas juste un patch ou un cache-misère, quelque chose qui permettrait au mieux de faire en sorte que la situation initiale ne se produise pas ou au pire que ça soit plus facile de la débugger, tout en faisant en sorte de ne pas avoir un bousin incapable de tenir plus de 3 utilisateurs parce que ça fait des traces absolument partout et c'est intenable parce que ça demande beaucoup de ressources. Heureusement, attendez, j'ai oublié mon texte, c'est honteux. Voilà, pardon. Factuellement, c'est une sacrée liste de Noël et ça paraît quand même un petit peu fantasmé comme idée. Pourtant, il y a bien une solution qui nous permet de s'approcher de ça, qui est l'event sourcing. Saupoudré d'un tout petit peu de microservices parce que je sais que beaucoup de gens disent ça, mais promis, cette fois-ci, ce sera utile. Mais l'event sourcing, qu'est-ce que c'est?
On va revenir à la citation de tout à l'heure, j'espère que vous vous en souvenez bien. La citation disait qu'un homme est la somme de ses actes. Avec l'event sourcing, un système, ça devient la somme de ses états précédents, tout simplement. Un état précédent, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée qui est symbolisée par un événement. Un événement, c'est une donnée qui symbolise un changement d'état, tout simplement. Un changement d'état, c'est une donnée a été ajoutée, modifiée, supprimée, quelque chose qui s'est passé, qui a déclenché un autre comportement, qui donc est formalisé sous la forme d'une donnée, stockée dans un event store. L'event store, c'est une base de données, tout simplement, qui va stocker ces événements. Et dans le pattern event sourcing, l'event store, il est append only. Ça veut dire on peut y enregistrer des événements, on peut les récupérer, mais il est interdit de les modifier ou de les supprimer. Pourquoi? Parce qu'avec l'event sourcing, les événements en fait sont nos données. Et surtout, ils sont un référentiel vrai, avec un grand V, de nos données et de ce qui s'est passé dans mon logiciel. Donc s'il y a des données qui sont modifiées, supprimées, en fait, c'est comme si on réécrivait l'historique de notre application. Donc c'est pas trop dans la philosophie. Voilà, donc c'est un peu la source de vérité de notre système. Les objets métiers dans notre application, ils deviennent des agrégats d'événements. Ces événements, ils symbolisent un peu leur cycle de vie. Par exemple, un objet dans mon application, il est créé, il est modifié 1, 2, 3 fois, ainsi de suite, jusqu'au jour où il sera supprimé. Et si je veux initialiser mon objet, je dois récupérer tous les événements qui le concernent, les rejouer, et comme ça j'aurai mon état, l'état actuel de mon objet, tout simplement. Depuis quelques années, même un peu plus, il y a une pratique aussi qui existe dans l'événement logiciel qui permet d'intégrer le langage métier dans les logiciels. Ça s'appelle le Domain Driven Design. Vous connaissez sans doute, vous en avez sans doute fait. Cette pratique, c'est super avec l'event sourcing, parce qu'en intégrant le langage métier dans notre application, dans le code de notre application, dans la manière dont notre application est conçue, c'est parfaitement en phase avec l'event sourcing et ça nous permet d'avoir en fait un nommage d'événements qui est parfaitement cohérent avec le domaine métier et les process métiers. Par exemple, plus concrètement, si on reste dans le domaine bancaire, on va prendre un objet compte. A priori, notre compte il est ouvert, au moins une fois. Après, quand on l'ouvre, on dépose un solde initial. Comme on a un compte bancaire avec de l'argent, on se dit, je vais me faire un petit resto, je vais aller payer. Donc le solde, il est modifié. Et vu que je me suis fait un peu trop plaisir sur le resto, je vais payer des agios parce que je suis dans le négatif maintenant. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où mon compte sera un jour fermé. Donc là, ça fait quelque chose d'assez logique. Et la sémantique du métier, elle est intégrée dans les données de l'application, en plus des données de l'application. Donc c'est très pratique. L'Event Store, lui, cette base de données, puisqu'il contient tous mes événements, il permet de faire pas mal de choses. Et les événements, pardon, j'ai oublié de le dire, ils sont timestampés, bien sûr. Il permet de faire pas mal de choses. Par exemple, je peux rejouer la vie de mon système depuis soit sa création, soit dans une période de temps donnée. Je peux faire des recherches pour tracer des événements qui concernent un objet ou une certaine fenêtre de temps. Ça, c'est super pratique pour débugger, par exemple, puisqu'on peut reproduire assez facilement un bug en prenant les données et en rejouant jusqu'à l'état qui a posé souci. Comme je l'ai dit, il est append only, donc il faut faire très attention aux données qu'on y inscrit, parce que si jamais j'ai une donnée un peu pourrie qui est inscrite, elle y est pour toujours. Et le seul moyen de enfin en théorie, si on fait les choses bien, et du coup le seul moyen de l'annuler, c'est d'avoir un événement contraire qui va venir modifier cette donnée-là et la corriger. Bon, tout ça c'est un peu théorique. Donc en termes d'architecture, l'Event Store dans une application, l'Event Sourcing dans une application, c'est comme une application 3 tiers classique, avec un client, nos services qui constituent notre monolithe, et on remplace la base de données par l'Event Store. Et mes objets dans mes services que je manipule, etc., ils sont initialisés à partir des événements stockés dans l'Event Store. Et ces événements, ils transitent via un bus de données. Voilà globalement comment ça se constitue. Du coup là, est-ce qu'on a une solution qui répond à nos 3 critères? Pas vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a obtenu que la traçabilité. Pourquoi? Parce qu'une application Event Sourcing, ça va globalement hyper mal scaler et rester performant dans le temps. Parce que quand j'ai une application assez simple, avec 1, 2, 3 services, qui vient d'être créée, ça va super bien répondre, ça va être hyper efficace parce qu'il y a peu d'événements. Mais si mon application a vie, on rajoute des features, on fait des choses, l'application a vie 5-10 ans, on va passer à des milliers, millions, milliards d'événements, s'il y a beaucoup de choses, l'Event Store, au bout d'un moment, il va commencer à transpirer, quoi. Parce que quand on manipule l'application, il doit instancier les objets, ce qui veut dire récupérer tous les événements associés, et tout ça pour juste avoir à chaque fois le dernier état. Parce qu'au final, ce qu'on veut le plus souvent, c'est juste ce dernier état. Les événements, ils sont utiles, mais on n'a pas tout le temps besoin de tous les récupérer. Donc en fait, c'est un des défauts naturels de l'event sourcing,
c'est pour tout le... Ça fait une petite musique d'ambiance. Pour récupérer le dernier état de mon application, j'ai besoin du coup de récupérer beaucoup d'événements, mais c'est un défaut du pattern à prendre en compte. De plus, un event store, c'est pas toujours intuitif en fait pour des personnes non techniques, parce qu'il y a souvent des systèmes où il y a des personnes, ou du moins avec un minimum de bagage technique, qui aiment bien fouiller elles-mêmes dans la base de données, faire leurs propres requêtes, ça arrive des fois. Avec un event store, c'est compliqué parce que c'est un format, juste c'est des données timestampées, donc c'est moins naturel qu'une base de données SQL ou NoSQL classique, entre guillemets. Et même pour des devs, si on a besoin de faire des recherches, etc., soit on se fait notre petite interface maison pour fouiller dans l'event store comme on veut, soit on utilise un framework qui en a déjà une, on verra ça ensemble. Mais ça reste quand même peu pratique de faire des requêtes ou de chercher des données précises, moins pratique en tout cas qu'une DB plus traditionnelle. Donc il y a quand même cette problématique-là de performance et de lisibilité parfois qui émane. Heureusement pour nous, il y a un moyen qui permet de répondre à ces problématiques-là, et c'est un autre design pattern, sans surprise, qui tient en 4 lettres, qui s'appelle le CQRS pour, il y a un léger temps de latence, pour Command Query Responsibility Segregation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre notre bon vieux monolithe d'avant, qui contient nos services qui font de l'écriture, de la lecture de données, et on va venir l'exploser pour séparer tout le code qui contient une fonction d'écriture de données d'une fonction qui contient une lecture de données. Vous allez voir pourquoi. Et typiquement, on va faire ça dans 2 microservices, et donc c'est là qu'ils font leur entrée. En termes d'architecture, du coup, on va reprendre notre 3 tiers, on va le séparer. Donc notre client, maintenant, il est dans son premier microservice. On a un microservice commande, on va appeler ça les commandes, tout ce qui est requête de création, modification, suppression de données. Et il a son modèle de données, et il enregistre les données dans une base de données. Très simple. Mais maintenant, en plus, on a aussi un microservice query, qui lui va répondre uniquement aux requêtes de données, en fait. Et il a lui aussi son modèle de données, et il a lui aussi sa base de données. Là, vous allez me dire, c'est bien, mais ça ne communique pas, là, il y a un souci. Bah, effectivement, c'est un pattern qui nécessite de synchroniser les 2 bases de données. Donc c'est un pattern asynchrone. Et qui dit pattern asynchrone dit pattern eventually consistent. Ça veut dire que quand je fais une requête de données, il se peut que cette donnée ne soit pas la plus à jour. Pourquoi? Parce que les bases de données n'ont pas été synchronisées entre elles. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, et c'est un des défauts du pattern, malheureusement. De plus, en termes de performance, ça peut être, selon comment on le fait. Bon, déjà, si on couple les microservices, c'est fichu. Ensuite, en gros, on duplique en fait par domaine métier, on a 2 microservices, quoi. Donc ça fait des choses en plus à prendre en compte. Donc on a encore un pattern qui a lui aussi des défauts. Donc ces 2 solutions individuellement, elles sont pas parfaites. Mais je vous ai dit que ça répondait, que le SQL c'était un bon moyen de répondre aux problématiques de l'event sourcing. Et je ne vous ai pas menti, on va voir pourquoi. On va revenir à notre schéma initial et on va y intégrer l'event sourcing. Bon, déjà, assez naturellement, notre event store va l'intégrer en tant que base de données du microservice commande, puisque lui, il va gérer toutes les requêtes de création, modification, suppression de données, ce qui correspond bien à nos événements. Et du coup, son modèle de données à lui, ça devient les agrégats d'événements, qui sont constitués à partir de ces événements. Le microservice query, lui, il a son découpage, mais il reste maintenant à gérer la synchronisation des 2. En fait, vu que mes événements ils circulent dans un bus de données, je peux tout à fait faire souscrire mon microservice query à ce bus de données et constituer la base de données au fil de l'eau des événements. C'est pas interdit. On peut faire ça, si on fait ça dans un bus de données, le couplage est assez faible, puisque ça reste de l'asynchrone. Et ça permet de constituer une base de données en fait, qui va contenir au fil de l'eau le dernier état de mon application. Et ça permet de résoudre une des problématiques naturelles qui était de récupérer souvent le dernier état qui demandait beaucoup de performance parce qu'il faut récupérer à chaque fois tous les événements de tous les objets, ce qui peut être problématique, surtout s'il y en a beaucoup. Donc là, on a une solution qui maintenant va mieux répondre aux sollicitations. C'est-à-dire que, puisque j'ai réparti la charge, c'est-à-dire que maintenant, si je sollicite beaucoup mon microservice commande pour faire des créations, modifications, suppressions de données, les bases de données les 2 tiennent plutôt bien parce que l'event store, lui, il enregistre les événements. Ces événements, ils transitent jusqu'au microservice query
qui constitue sa base de données au fil de l'eau, ça va. Là, on est sur un truc assez léger. De même, si je sollicite beaucoup mon microservice query pour faire un affichage, afficher un immense dashboard par exemple, ben là, ça va répondre aussi plutôt bien, parce qu'il n'y a que l'ADB qui sera sollicité, l'ADB du microservice query, qui sera sollicité, et mon event store, lui, il n'est même pas sollicité, donc on s'en fiche, et il est content dans son coin. Par contre, il n'y a pas de secret, si j'harcèle mon application dans tous les sens, il y en a un des deux qui va commencer à transpirer, et bien sûr, c'est l'ADB. Pourquoi? Parce qu'elle a double opération à prendre en compte, c'est-à-dire toutes les requêtes de données, plus à la fois constituer sa DB au fil de l'eau. Et en plus, vu que c'est un pattern eventually consistent, il se peut que je fais une requête de données, j'ai une certaine donnée, je refais la même, mais j'ai une donnée différente. Parce que ça aurait été mis à jour avec un événement qui est passé entre-temps. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Cela dit, vu que j'ai des microservices, en théorie, si j'ai bien conçu mon application, je peux déployer par exemple une autre instance du microservice query pour répondre mieux à cette charge. Ça peut se faire. Après, ça décide bien sûr de prendre en compte les problématiques de concurrence, etc. Mais bon, là, c'est un autre sujet pour un autre jour. Du coup, si on reprend nos trois objectifs initiaux, on voit une application avec une grande traçabilité qui répond bien en termes de performance. On avait la traçabilité, puisqu'on a l'event sourcing. Puisque j'ai séparé mon application en microservices, en théorie, j'ai une application qui est plus facilement scalable. Et alors là je vais faire un immense raccourci à la Mario Kart, mais si j'ai une application qui est scalable, en théorie j'ai une bonne chance d'avoir une application qui sera plus performante. Donc on va dire qu'on répond à cet objectif aussi, même si ça ne dépend pas que de la scalabilité, bien sûr, ça dépend aussi de est-ce qu'on couple beaucoup nos microservices, est-ce qu'on code correctement, etc. Bon, ça fait beaucoup de concepts. Et surtout, ça fait, vous voyez, une sacrée quantité de boulot à faire si on veut répondre à un besoin extrêmement précis. Du coup, là, si on veut mettre ça en place, on a un peu deux choix. Soit on cède à la facilité et on demande à notre IA favorite de le faire à notre place. J'ai vu ça vibe coder, c'est pas ouf, trust me. Mais si vous avez vous-même envie d'aller plus loin et de mettre les mains un peu dans le cambouis, on peut se demander, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour mettre ça en place sans trop se casser la tête? La réponse courte, c'est oui. La réponse nuancée, c'est pas beaucoup. Déjà, si on code dans autre chose que du Java, alors ça va être compliqué de trouver un framework applicatif complet, même s'il y a des toolkits qui existent dans pas mal de langages. Mais pour le CQRS et l'event sourcing, si vous êtes déjà dans le milieu, vous connaissez peut-être, il y a un framework très connu qui est Axon. Pardon, je touchais le micro. Axon Framework, qui est un framework designé spécifiquement pour l'event sourcing, pour le CQRS. Mais il existe aussi un autre framework qui peut en faire, qui s'appelle Lagom. Cela dit, il n'est plus maintenu depuis le début de l'année. Du coup, maintenant, Axon a le monopole du marché. Sachant que Axon, il y a deux dimensions. Il y a un framework applicatif qui est open source, qui est gratuit, qui fournit des API, qui se servent beaucoup des API Spring pour faire de l'événementiel. Mais ils ont aussi une implémentation, ils ont aussi ce qui s'appelle Axon Server, qui là pour le coup, je le dis, est sous licence commerciale, mais gratuit pour l'utilisation personnelle, et qui fournit pas mal de choses déjà pré-packagées, des bus de données, un discovery pour nos microservices, un event store aussi. Donc c'est des choses très très pratiques et qui permettent de mettre ça en place hyper rapidement. Mais on va s'en servir dans la démo, mais je préfère le redire, c'est sous licence commerciale pour usage commercial. Et j'en vois un au fond de la salle là qui est en train de se dire, mais depuis tout à l'heure on parle de Java, événements et Kafka du coup. Eh bien Jean-Sébastien, Kafka c'est pas vraiment pareil parce que ça permet en fait de faire des applications event driven. Quelle est la subtilité entre les deux? En fait, c'est quasiment pareil quand on y pense, parce qu'il y a toujours des événements, c'est le même concept, ils transitent dans des bus de données, c'est toujours la même chose. Mais la nuance avec l'event sourcing, c'est que ces événements-là, on va les stocker et ils vont devenir du coup la référence de données de notre application. Voilà, c'est tout simplement la petite subtilité. Moi, je me suis posé la question quand j'ai commencé là-dedans, donc je pense que c'est important de le mentionner. Et bien sûr, dans les deux cas, en tout cas, les événements drive en fait malgré tout
le comportement de mon application. C'est juste qu'en event sourcing, eh bien, ils sont la source de mes données. Bon, on va passer à la démo, ça y est, parce qu'il est temps de passer dans le concret. Mais je vais faire une petite pause glouglou, j'ai soif. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, c'est reparti. Du coup, quel genre d'app on va manipuler? Je vous propose de garder l'exemple du compte bancaire de tout à l'heure, en version un petit peu plus simplifiée. En client, on va manipuler Bruno, parce que depuis que Postman c'est full cloud, c'est le mal, rappelez-vous-en. On va avoir un microservice commande qui intégrera un contrôleur pour exposer quelques petites API qu'on va manipuler et un agrégat compte. Rien de très complexe. Et du coup, on va utiliser l'Event Store Axon. Je rappelle, licence commerciale, mais très pratique, parce que très simple. Et on aura un microservice query qui va lui aussi exposer quelques petites API pour manipuler, un event handler qui du coup va permettre de constituer ma base de données au fil de l'eau, au fur et à mesure que mes événements passent, et un query handler, ça on verra ensemble pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est juste un service qui va gérer mes requêtes de données. Quels vont être un peu les objectifs de la démo? On va manipuler l'appli, on va voir que les événements défilent, qu'il se passe des choses. On va vérifier en fait quelles sont les conséquences du coup, puisqu'on a en théorie tout découplé. Qu'est-ce qui se passe si j'éteins un microservice ou l'autre? Comment mon application réagit? Et on verra une des features de l'event sourcing. On va tenter de mettre à jour le modèle de données. C'est-à-dire, puisque j'ai deux référentiels de données en fait, dans mon application, qu'est-ce qui se passe si je mets par exemple celui de ma base de données qui me sert à afficher mes données à jour? Comment on peut faire ça? Comment ça se passe avec l'event sourcing? Alors hop, c'est l'heure. Alors j'espère que ce sera lisible. À part de ceux du fond, je suis désolé, je crois que vous n'allez rien voir du tout. J'ai fait des tests tout à l'heure. Au pire, je lirai s'il le faut. Ah oui, c'est vrai, j'ai le retour ici, moi. Alors, hop. Du coup, alors ça, c'est le code. On va vite fait passer dans tout ça. Alors, hop. Il y a une petite latence de la souris là, c'est bien pas pratique. Donc, j'ai pas menti, on a un microservice commande, un microservice query. Vu que ça concerne le domaine métier compte, en théorie, j'aurais dû les nommer compte commande, compte query, par exemple, puisqu'on peut avoir plusieurs domaines dans mon application. Donc, mon application, elle expose, je l'ai dit, un contrôleur. Alors, bon, tant pis, on va fermer tout ça. C'est illisible. Tac. Ah, ceci est parfaitement répété. Tac, ok. Donc mon microservice, il implémente quelques API. Donc j'ai un endpoint post pour créer un compte. Bon là c'est du REST Spring extrêmement classique, il n'y a rien de très sorcier. Et quand je crée mon compte, je crée l'UID du futur compte. Et là on a un truc un peu intéressant qui s'appelle la commande gateway. Ça c'est quelque chose fourni par Axon. Je vous ai dit que c'était un microservice CQRS aussi. Justement, il nous fournit des bus de données qui permettent de découpler tout ce qui est gestion des requêtes de création, modification, suppression de données et requêtes de données. Donc il y a un bus commande, un bus query. En fait, ça nous fournit juste des abstractions pour abstraire nos requêtes de création, modification, suppression ou juste requêtes de données. Et en fait, on peut découpler, c'est-à-dire que plusieurs microservices peuvent réagir à une même requête de création de données ou à une même requête de données tout court. Voilà, bon, c'est une petite subtilité d'Axon, c'est pas obligé de s'en servir. Cela dit, c'est quand même plutôt pratique. Bien sûr, ça nous fournit des API pour pouvoir implémenter ça nous-mêmes, ou on peut utiliser la version commerciale qui est hyper pratique, vous verrez. Donc ma commande... Oh, ah, j'aurais voulu revenir... Ah oui, j'ai pas les boutons autour sur la souris. Donc ma commande, c'est juste un objet, tout simplement, qui contient mes données, les données de mon compte. Rien de très sorcier. Cette commande, elle est routée via l'UID. Ça va m'embêter. Bougez pas. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Aucune répétition dans cette conf. Bref, c'est pas grave. Ma commande, elle est routée par Axon via ses API vers un agrégat. Mon agrégat compte. L'agrégat compte, c'est une classe Java auquel on va donner les capacités de l'event sourcing en mettant une petite annotation aggregate. Et il sera identifié par un identifiant. Rien de très sorcier. Mon identifiant, ça peut être absolument n'importe quoi, tant que c'est unique, mais c'est bien d'avoir le même identifiant côté commande, côté query. Donc cet identifiant-là, ça va être l'UID que je vais aussi insérer en base de données.
Donc ma commande, elle est routée automatiquement via cette annotation vers mon agrégat. Là, c'est ici que je peux implémenter des règles de validation de données, vérifier que mes données elles sont de manière que je veux, c'est mes règles métiers, quoi. Et je peux éventuellement jeter une exception ici sans souci, parce que là c'est juste une requête, donc si ça plante, c'est pas grave, rien n'a été inscrit. Par contre, si j'appelle cette fonction d'Axon, mon événement, qui est juste pareil, un bon vieux Pojo, un objet Java, quoi, Axon, il va envoyer cette donnée dans le bus d'événement et l'enregistrer dans l'Event Store. Et là, mon événement sera créé et appliqué. Donc là, une fois que j'ai appelé cette fonction-là avec ces données-là, bah, là, c'est fichu. Là, je ne peux plus modifier, par contre. Donc ça, c'est la création de mon événement. Et mon agrégat, bah, il réagit lui-même à son propre événement pour pouvoir initialiser ces données. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais vu que c'est l'événement qui crée mon objet, bah, en fait, l'handler, c'est littéralement le constructeur de l'objet. Mais il peut aussi réagir à d'autres choses. Par exemple, j'ai un endpoint qui permet d'ajouter ou supprimer de l'argent de mon compte, enfin, déposer ou retirer, pardon, en termes métiers. Ben, effectivement, j'ai un command handler pour déposer l'argent. J'ai bien une règle métier. Je ne peux pas déposer un montant inférieur à 0, même si bon, déposer 0 €, c'est un peu bizarre. Et donc là, je peux jeter une exception et ça pose aucun souci. Et une fois que j'ai appliqué mon événement, ça part et je peux également modifier la donnée de mon agrégat. Et ainsi de suite, pareil pour retirer de l'argent. Et du coup, mon agrégat, lui, il a ces données-là. Et ça, tout ça, c'est alimenté à partir de l'Event Store. Donc quand mon objet est initialisé, ça récupère tous les événements, ça les rejoue, et on a notre objet initialisé. Donc ça, c'est pour tout le flux côté commande. Mon événement, j'ai dit qu'il était également géré par le microservice query. Juste, la petite latence, horrible. Par le microservice query, dans un event handler. Donc là aussi, ça c'est une notation de Spring auquel Axon rajoute des fonctionnalités. Et du coup, je peux dire que je gère cet événement-là. Ce bus de données, il est en mode de... Ah mince, j'ai oublié le terme. L'autre, c'est pas la queue, c'est le topic. Voilà. Donc en fait, plusieurs fonctions peuvent réagir à cet événement-là. C'est pas unique. Et mon événement, une fois que je le gère, je crée une entité. Voilà, c'est une entité Hibernate hyper classique, hein, mais ça peut être autre chose. Là, je vais faire une DB SQL, enfin PostgreSQL en l'occurrence, mais je pourrais avoir une MongoDB. Je pourrais avoir un fichier, en fait ce que je veux. C'est ça qui est pratique avec l'event sourcing, c'est qu'on a notre référentiel de données, et après on en fait ce qu'on veut. Donc là je crée une entité, je l'enregistre. Quand je dépose ou retire de l'argent, je fais un peu vite, je récupère mon entité, je modifie son solde, je l'enregistre. Là aussi on est sur des choses extrêmement classiques. Et mon microservice query, il expose lui aussi une API pour récupérer un compte. Qui permet du coup là aussi, joli, tac, qui lui aussi utilise du coup une query gateway, qui est du coup une abstraction proposée par Axon pour pouvoir un peu découpler les microservices. Là dans notre cas, tout reste dans les mêmes microservices, mais ça pourrait être découplé encore plus facilement. Donc là, cette query, elle est envoyée et gérée par le service qui va récupérer du coup le compte. Voilà globalement. Là, normalement, mes microservices, ils sont lancés. Et maintenant, on va manipuler un peu tout ça, que ça soit plus concret. Donc là, est-ce qu'on y voit quelque chose? Est-ce que je peux agrandir? Bon, je vais le lire pour ceux du fond. Donc là, je suis sur mon endpoint post pour créer un compte. Donc là, je vais créer un compte. Je vais le créer le mien et je vais le blinder au max, bien sûr, parce que j'aime être riche. Donc là, j'envoie ma requête de création de données, ça l'a créé, et j'ai reçu un identifiant pour me dire, voilà, j'ai créé le compte. Ça, c'est des choses REST classiques. Maintenant, ce compte, il est créé, il est blindé au max, donc je vais retirer de l'argent dans le but de m'acheter un petit sac Louis Vuitton, donc on va dire 5 000 €. Hop, j'envoie ma requête, elle est traitée, j'ai un 200 OK, donc là, mon argent est retiré et mon solde, en théorie, a été mis à jour. Si je récupère mon compte, hop, ça c'est l'endpoint pour récupérer un compte. Tac. Là, j'ai récupéré les informations de mon compte. Là, c'est comme si je manipulais une appli hyper classique. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est assez transparent.
et j'ai bien mon solde à 17 900 €, donc moins 5 000. Maintenant, j'ai vu que les sacs Louis Vuitton, ça coûtait plutôt 50 000 €, donc je me dis, bon, tant pis, je vais garder le reste pour me faire un resto, et je vais remettre 20 €. Soyons fous. Donc là, c'est passé. Ça me dit OK. Et donc maintenant, si je récupère mon compte, touc, ça a été remis à jour. Et j'ai bien mes 20 € en plus. Donc là pour l'utilisateur, tout ça, c'est hyper transparent, quoi. On ne dirait pas qu'il y a de l'event sourcing. Mais si je vais ici, donc ça, c'est un dashboard fourni, encore une fois, par la partie commerciale d'Axon, mais qui est assez pratique et qui permet de consulter l'event store et de voir un peu qu'est-ce qui s'y est passé. Donc là, hop, si j'active Live Updates, donc là, j'ai des événements qui sont passés et qui retranscrivent un peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, j'en ai 3, j'ai compte créé, argent retiré, argent déposé. Ça correspond bien à ce qu'on a fait, a priori. Si je les consulte, un événement, il y a pas mal de choses qu'on voit. Un événement, il est lié à un agrégat, donc c'est mon objet. On a son type, on a l'identifiant de l'événement, bon, ça, on s'en fiche à la limite. On a bien un timestamp, donc on sait vraiment précisément quand ça s'est passé. Et on a un payload donc qui contient juste mes données. Là, c'est au format XML. Je peux très bien sérialiser ça en JSON. En fait, je mets ce que je veux, parce que c'est juste purement des données. Et là, j'ai juste ça. Mais imaginons, j'aurais pu mettre par exemple un nom d'utilisateur dans l'événement. Et là, comme ça, j'aurais vraiment eu une trace immuable. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai zappé de le dire. Mais puisque l'event store il est append only, du coup, les événements ils sont vraiment immuables. Ils ne peuvent pas être modifiés. Si je l'ai dit. Bon. Donc là, j'aurais eu du coup une trace immuable de qui a fait quoi, quand. Et surtout, pourquoi. Et je sais qu'il y a un compte qui a été créé. Donc a priori, l'intention métier est claire. Voilà. Et donc mon argent retiré, argent déposé, tac, là c'est la même chose. Voilà un petit peu comment c'est un peu passé ce flux de données là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'éteins un microservice ou l'autre, que je m'amuse un petit peu? Si j'éteins mon microservice commande, par exemple, au pif, non, c'est plus pertinent d'éteindre d'abord le microservice query. Vous verrez pourquoi. Tac, c'est plus démonstratif. Hop. Je vais ouvrir mon Bruno. Alors, maintenant, j'ai éteint le microservice query. Du coup, en théorie, je peux toujours créer des comptes. Après tout, le microservice est toujours up, accessible. Et effectivement, si j'envoie des requêtes, ouais, ça répond, ça me dit OK, ça m'envoie l'identifiant, donc en théorie, mon compte, il est créé. Pourtant, si je vais aller voir la base de données du microservice query, forcément, ils n'y seront pas. Le microservice, il est éteint, il ne s'est pas mis à jour. Mais là, c'est passé. Et ces données-là sont bien dans mon event store. Si j'y retourne, il y a bien des événements qui sont passés ici. De même, je peux tout à fait retirer de l'argent, ça passe. Il y a toujours mes règles de validation de données. Puisque j'ai un agrégat qui contient mon solde, je sais quand même quel est le solde actuel du compte. Les événements ils peuvent quand même passer. Je peux quand même avoir des validations de données. Je ne peux pas retirer de l'argent qui n'existe pas, par exemple. Si j'avais mis une règle de métier pour dire on ne peut pas passer en dessous de 100. Voilà. Donc là, les données sont bien toujours là. Par contre, bien sûr, si j'essaye de récupérer un compte, forcément, là, il va me dire non, ça ne passe plus. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais l'inverse? Là, on va voir un truc assez intéressant qui va se passer. Donc, je vais éteindre mon microservice commande et microservice query. Donc là, il y a quelque chose d'assez... là, c'est Axon qui permet de faire ça de manière très transparente, mais on peut l'implémenter manuellement. Il va en fait, du coup, traiter les événements qu'il n'a pas traités puisqu'il était éteint. Puisque lui, il garde en fond, il garde, trace de à quel événement il est, parce que les événements, il y a un ordre. Il sait à quel événement il est, et donc il voit qu'il y en a d'autres qu'il n'a pas traités, et il va du coup les faire passer dans l'event handler si c'est pertinent, bien sûr. Du coup, là j'ai juste relancé mon microservice query, mais alors il n'y a pas de raccourci clavier, ou alors je ne le connais pas. Je vais refaire apparaître ma base de données. Tac. Là il y a ma base de données qui est ici. C'est pas la bonne table, mais c'est pas grave. Tac. Là, ma base de données, là, elle a été mise à jour de manière transparente, alors que j'ai rien fait de plus. Il y a bien les comptes que j'ai créés entre-temps qui sont apparus, et avec les bons soldes. Voilà. Ah mince, j'étais sur la mauvaise branche du projet. Bon, le troisième point, on verra ensemble, c'est pas grave. Voilà,
Donc là, déjà, mon microservice est mis à jour. C'est assez cool et c'est une feature assez impressionnante. Et du coup, maintenant, si j'essaie de manipuler mon application, bah, bien sûr, je ne peux plus créer de compte, retirer de l'argent. Là, l'application, elle est cassée. Par contre, je peux toujours faire mes données, récupérer mes données et faire mes affichages. Juste, je ne pourrais plus faire aucune action de création, modification ou suppression. Voilà. Et du coup, le troisième point à démontrer, c'était mettre à jour le modèle de données. Et là, je me suis rendu compte que je suis sur la mauvaise branche du projet. Donc, on va faire une petite manipulation, c'est pas grave. Puisque, comment dire, puisque j'ai 2 modèles de données et que le vrai référentiel de mon application, c'est l'Event Store, je peux mettre à jour mon modèle de données de mon microservice query un peu comme je veux. Là, par exemple, j'ai supprimé ma DB. Tac, tac, hop. Je vais repasser sur une autre branche. Git, c'était Alt 9. Tac. Hop, je vais repasser sur main. Ok. Parce qu'à la base, il y avait une donnée que je ne voulais pas intégrer. Donc là, je vais juste redémarrer mon microservice query. Tout va bien. Hop. Ok. Donc là, j'ai reset mon entité. Là, mon entité, pardon, je reprends. Mon entité, elle a 4 attributs. UID, nom, type, solde. Donc ça, c'est les 5. Date de création. Ça, c'est les attributs de mon compte. Maintenant, effectivement, ils sont alimentés, ils sont bien alimentés en base de données. Si je regarde, hop, tac, j'ai bien dans mon compte, j'ai bien ces données-là qui correspondent. Maintenant, imaginons, j'ai envie de rajouter une donnée. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais dans mes événements, j'avais une donnée supplémentaire qui n'est pas là et qui est la devise du compte, euro par exemple, ou dollar, ou ce qu'on veut. Cette donnée, elle est bien dans mes événements, mais elle n'est pas dans ma base de données actuellement. Donc comment faire si j'ai envie de l'intégrer? Bon, je peux l'intégrer à la main, c'est un peu cracra, ou je peux utiliser les événements en l'occurrence, puisque cette donnée-là, elle est bien dans mes événements. Du coup, en théorie, rien ne m'interdit de faire ce que je vais faire là, qui en vrai n'est pas idéal, mais je peux supprimer ma base de données de mon modèle query. Hop, donc là je la supprime. Donc là j'ai plus de données. Et je vais changer mon code. Je vais changer mon code, c'était Alt 9. Et je vais passer sur évolution schéma de données. Donc là j'ai modifié mon schéma de données et j'ai rajouté dans mon entité la devise. On peut imaginer que j'ai juste mergé ma modification. Du coup maintenant, quand je vais redémarrer mon microservice query, j'ai supprimé la base de données, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va rejouer tous les événements. Et en les rejouant, il va constituer les nouvelles données. Bon, là, c'est pas la manière idéale de le faire, mais c'est assez démonstratif, donc c'est pour ça que je le fais, comme ça. Il va rejouer les données, les événements, et il va mettre à jour mon entité en conséquence. Mais les données, elles sont déjà là. Il n'y a rien de plus à faire de notre côté, nous. Du coup, maintenant, en redémarrant, tac. Là, tout ça, c'est assez transparent, mais encore une fois, on peut l'implémenter nous-mêmes. Hop, tac, tac. Si je consulte mon compte, j'ai bien ma devise qui va être apparue ici. Voilà. Et là, moi, j'ai mis aucune donnée manuellement. C'était des choses qui étaient déjà là. Donc voilà, là, c'était un peu une démonstration de ce qu'il est possible de faire. J'espère que c'était assez clair. C'était un peu décousu, désolé. Un peu de ce qu'il est possible de faire avec l'event sourcing et les features de base. Après, il y a moyen de s'amuser un peu plus. Il y a des choses bien plus complexes qu'on peut faire, surtout avec Axon qui a pas mal de features très intéressantes. Mais c'est les choses de base. Bon, du coup, ça a l'air en tout cas de plutôt bien marcher. J'espère que ça vous a convaincu. Moi, j'ai été convaincu personnellement. Mais maintenant, avec ce qu'on a fait, vous savez que si votre banque favorite implémentait l'event sourcing, dans le cas initial, elle pourrait plus vous dire bon, c'est pas trop ce qui s'est passé, monsieur. Maintenant, elle vous dirait, on ira voir, enfin, elle vous le dira pas, mais elle le fera. Elle irait voir dans son event store pour voir une trace immuable de la personne fautive qui vous a volé vos précieux deniers à l'heure exacte de l'action effectuée. Il y a marqué impôt pour ceux du fond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant on va venir bien sûr la question fatidique. Du coup, je peux le mettre dans tous mes projets? Je vais vous choquer, mais la réponse est ça dépend.
Parce que comme j'expliquais plus tôt, ce genre de solution, ça répond à une problématique extrêmement précise. On a besoin de vraiment une traçabilité très poussée dans des domaines où les données sont très critiques. Les contrôles d'accès sont importants, des applications où la sémantique du métier a aussi une valeur très importante, et on aurait envie de l'intégrer aux données pour comprendre l'intention, des fois, de ce qui s'est passé. Voilà. Mais dans beaucoup d'autres cas, en fait, c'est pas super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une solution qui est très complexe quand même, parce que là, on a une solution qui a 2 modèles de données, donc c'est double refactoring, des bugs qui peuvent être très alambiqués des fois. Et si on ne récolte pas les bénéfices, on va avoir tous les défauts de ces patterns sans en récolter les bénéfices. Donc c'est pas super intéressant. En tout cas pour l'event sourcing, parce que le CQRS, lui, c'est un pattern plus microservice qui est utilisable tout seul et qui a des bénéfices par lui-même. Il y a d'autres moyens en réalité plus simples si on a besoin d'avoir des pistes d'audit sur nos données. Par exemple, Hibernate Anvers, je ne sais pas comment ça se prononce, qui permet de versionner nos entités Hibernate et d'avoir en fait une piste d'audit des données avant, après, timestamp. On n'a pas forcément l'auteur de la modification, mais ça permet d'avoir des pistes d'audit quand même assez sympathiques et qui répondent à pas mal de cas, et surtout sur des applications existantes. C'est super facile à intégrer, donc ça sert à rien de développer une nouvelle application de fou furieux, alors que ce genre de choses existe. Voilà. Mais l'event sourcing, lui, les features en plus, du coup, c'est cette partie sémantique métier intégrée dans les données, et surtout l'immuabilité, c'est compliqué à prononcer, des événements, qui est super intéressante. Comme dans tous les cas, il faut faire appel à son meilleur jugement, peser le pour et le contre, ne pas s'engouffrer dans une solution parce que le POC a l'air de bien marcher, que le speaker est trop fort. Moi, je vous ai présenté cette solution parce que j'étais dans un domaine où c'était très utile en l'occurrence, mais ce ne sera pas forcément le cas, votre cas en tout cas. Et oui, je ne me mouille pas trop dans cette conclusion. On a commencé par une citation, donc on va finir par une autre. C'est fini, merci de votre attention. Et bien sûr, vous avez le petit point de feedback, ça m'intéresserait beaucoup. Et mes réseaux, si vous voulez discuter, bien sûr. Alors merci Arthur, oui c'est important l'open feedback, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment, levez bien la main bien haut pour qu'on puisse vous voir. On a une dizaine de minutes, donc allez-y. Oui, merci pour cette présentation, c'est intéressant. Par contre, j'ai une petite question, justement, on parlait d'audit. On sait qu'il existe déjà des bases d'audit qui sont faites et vous n'avez pas mentionné, vous dites c'est immutable, mais qu'en est-il de la purge de données? Car sur de très grands systèmes, ça va prendre une place vraiment phénoménale si l'on enregistre tous les événements. Oui, je suis d'accord. Alors, j'ai pas de réponse à apporter, mais c'est vrai que j'étais dans le domaine bancaire en l'occurrence, et c'est vrai que ça prenait une place assez phénoménale, je suis d'accord. C'est quelque chose à prendre en compte dans le design du système, tout simplement, et avec quoi il va falloir composer. Après, selon en l'occurrence pour l'Event Store en tout cas, selon l'implémentation qu'on choisit, Axon par exemple, ils ont un format binaire propriétaire qui est assez optimisé. Donc en termes de place, ça va. Après, ça reste des données enregistrées, donc il faut prévoir de la place pour. Après, en termes de purge, là j'ai montré par exemple la feature où on peut reconstituer la base de données, etc., avec le défilement d'événements. Ça peut prendre du temps si on a besoin de faire ce genre de choses. On était par exemple sur une migration, il y avait plusieurs millions de données, ça a pris plusieurs jours pour constituer la base de données en migration de données. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Mais voilà, il y a pas vrai. Enfin, moi j'ai pas de solution à apporter là-dessus, mais c'est à prendre en compte, ouais. Merci. De rien. Alors je précise, je suis pas dev, donc Pas de souci. merci pour la présentation, c'était super intéressant, même si je suis pas dev. Donc je suppose qu'il y a des façons plus simples de mettre à jour la database à part l'écraser et la reconstruire. Oui, là c'était pour faire simple, je me doute. Par contre, je suppose que le défaut, c'est que si tu as besoin d'informations qui n'est pas dans l'Event Store de base, ça devient compliqué. Alors, il y a des solutions à ça. Il y a plusieurs solutions à ça. On peut, par exemple, versionner les événements. C'est quelque chose qui est possible pour ajouter des données, les modifier. Par exemple, pour rester dans l'exemple d'Axon, parce que c'est démonstratif, s'il y a des API qui permettent de faire ça super simplement. Et en fait,
quand tu décris un événement qui a été modifié, en fait, c'est une manière de modifier les événements sans vraiment le faire. On va déclarer une interface qui va dire, voilà, si un jour l'event store doit voir passer un événement qui a une version supérieure. En fait, attendez, je cherche la manière de décrire ça. On décrit via une interface qu'un événement il a plusieurs versions. Voilà. Si un jour l'event store voit défiler un événement qui a une version supérieure disponible, on va décrire du coup une interface qui permet de mettre à jour cet événement-là de la manière qu'on souhaite. Et ça va permettre de mettre à jour du coup cet événement-là et qu'il soit intégré avec la nouvelle version dans l'event store. Voilà. J'ai oublié la question initiale. Non, mais c'était en gros, oui. Donc tu peux mettre à jour l'event store et Oui. après il récupère toutes les. Tout à fait, oui, pardon. Oui, voilà. C'est ça. C'est pour, possible de mettre à jour les événements d'une manière un peu détournée. C'est possible. Ok. Et ça permet de prendre en compte ces changements de données qui arrivent inévitablement aussi. Voilà. Désolé, j'ai un peu divagué dans la réponse. Merci pour la présentation. Je me demandais, parce que là c'est donc une entité assez simple, on fait des sommes, ajouter, enlever, ajouter, enlever. Comment est-ce que ça gonfle par exemple quand c'est tel utilisateur qui a supprimé telle chose, donc quand on lit la base de données, on doit considérer l'événement de suppression, donc on considère que ça on ne l'affiche pas. Comment ça se passe quand on construit une interface finalement avec différentes entités qui ont été supprimées, ajoutées, modifiées? Comment est-ce qu'on recompose tout cet univers en lisant la base de source, ou il y a une autre source de vérité finalement que juste la modification? Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, de ce que j'en comprends, en fait, ton event store, il contient du coup tous ces événements qui ont un ordre. Donc on sait dans quel ordre les choses se sont passées. Après, ta base de données du microservice query, par exemple, elle va contenir juste l'état actuel, en fait, au fur et à mesure que les événements défilent. Du coup, en fait, tu as toujours un état X qui correspond à un certain temps et qui est cohérent avec les événements. Du coup, comment on gère ces cas-là? En fait, c'est au fur et à mesure que ces événements sont traités par le microservice en question, tu auras un état qui correspond à une certaine date. Après, il se peut que les choses soient modifiées au fur et à mesure que tu rafraîchis ton interface, par exemple. Mais ça, c'est à prendre en compte aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Parfait. Bon, merci pour la presse, pour commencer, c'était top. Merci. Tu disais dans ton microservice commande, à un moment donné, on pouvait implémenter nos règles métiers oui. Avant d'envoyer un event. Comment est-ce qu'on peut faire si nos règles métiers dépendent de l'agrégat des events? En gros, si ça dépend, par exemple, tu veux retirer de l'argent, tu n'as pas le droit si ton solde est à moins 500. Ça, tu ne l'as pas dans ton microservice commande. Mais si, justement. C'était peut-être pas très clair alors de ma part. Hop, on va retourner sur le... Tac. Alors, si je... Désolé, c'était par là. Tac. En fait, mon microservice... mon agrégat compte. Ça, c'est l'agrégat. Donc ça, c'est dans le microservice commande, ça. Okay. Il a un attribut solde. Et cet attribut, il est mis à jour au fur et à mesure que mes événements défilent. Ah, oups, j'ai quitté le compte. Puisque quand j'ai un événement, tac, compte, un événement par exemple argent déposé, l'attribut de cet objet-là, il est mis à jour en même temps. L'agrégat réagit à son propre événement, si tu veux. Et du coup, tu disais, alors en début de conf, tu disais que finalement le problème des event stores, c'était qu'au bout d'un moment, il mettait trop de temps à charger les données. Donc ça veut dire que ton solde est constamment à jour de tes events, malgré le fait qu'au bout d'un moment... En fait, termine. En fait, le problème, c'est surtout quand on a besoin d'initialiser des objets, puisqu'il faut récupérer tous ces événements-là. Après, quand un objet est initialisé, en soi, il se met à jour si c'est juste un événement à traiter, ça se met à jour assez vite. De plus, comme je dis, c'est traité dans un certain ordre. Du coup, en théorie, il n'y a pas de choses qui se passent avant d'autres ou quoi. Tu ne traites pas un événement futur avant un événement précédent. Donc, les choses restent cohérentes. Voilà. Le problème, c'est surtout, pour cette partie aussi, affichage des données. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un état séparé qui contient juste le dernier état pour pouvoir l'afficher. C'est plus rapide que de devoir réinitialiser les objets à partir de tous les événements. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, on peut en discuter après. Si c'est pas clair. Voilà, merci. Alors, on arrive à court de temps, donc on va arrêter là les questions. Si vous en avez encore, Arthur est disponible. Payez-lui un café, il sera content.
Payez-moi un C'est café. gratuit en plus. Payez-moi un café gratuit là-bas. Voilà. Merci à Alors, vous encore. bravo encore.